Alors, est-ce que Laurence est là? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, j'ai intitulé la capsule Consommation, limitation cognitive et milieu de vie. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis à PPR, à l'Institut universitaire sur les dépendances. On a un mandat provincial de produire puis diffuser des connaissances sur l'usage de substances et la dépendance. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel à déclarer et, bon, atténuation des biais et sans objet. Donc, ma première question, vrai ou faux? Donc, lorsqu'une personne consomme et présente des limitations cognitives, que ce soit des enjeux au niveau de la mémoire, de l'attention, de l'apprentissage, des fonctions exécutives, etc., l'abstinence, ça devrait être préconisé en tout temps. Donc, vous pouvez répondre soit vrai ou faux. Je vais attendre un petit peu de voir un peu la tendance, ça ressemble à quoi. Mais je dirais que ça tourne pas mal autour du 80 des gens disent faux, 20 des gens disent vrai. Voilà, je peux partager les résultats. Ensuite de ça, deuxième question. Euh, les interventions réalisées auprès des personnes qui ont des limitations cognitives et qui consomment des substances psychoactives devraient viser principalement le maintien de la santé physique et psychologique. Donc, ceux qui y répondent vrai, ceux qui répondent faux. Donc ici, c'est inversé. Donc, 80 ben 75 en fait répondent vrai, puis 25 là, répondent faux. Donc, c'est ce qu'on va voir au courant de la présentation. Donc, les objectifs de la capsule, c'est vraiment de comprendre les défis spécifiques des milieux de vie qui accueillent des personnes qui consomment et qui ont des limitations cognitives, puis de connaître certains principes d'intervention avec cette clientèle-là, comment être plus efficace avec des personnes qui présentent ces défis-là. J'ai oublié de mettre mon temps. Donc, pourquoi c'est moi qui viens vous parler de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'on a développé une équipe de travail pour travailler sur un guide sur l'intervention en lien avec l'usage et la dépendance aux substances psychoactives dans les milieux d'hébergement pour personnes en perte d'autonomie, CHSLD, ARI, RPA. Donc, il y a eu une recherche d'un de nos chercheurs sur les besoins des intervenants dans ces milieux-là, puis les besoins aussi des résidents. Il y a eu aussi la DSMD, là, la Direction santé mentale dépendance du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, qui avait fait une ébauche, un document pour soutenir les intervenants, qui avait fait des demandes à l'IUD. Puis il y a aussi la direction SAPA là, qui nous avait dit, ben, tu sais, c'est bien beau les concepts en dépendance, mais on trouve que c'est difficile à appliquer là, dans nos milieux. Donc, il y avait un besoin d'adaptation de ce qu'on connaît qui fonctionne bien en dépendance. Donc, qui dit perte d'autonomie dit aussi souvent limitation cognitive. Donc, qu'est-ce que je veux dire par limitation cognitive? Cognitive, c'est des difficultés avec une ou plusieurs fonctions cognitives. Ça inclut les déficits cognitifs, les troubles cognitifs, là, c'est très large, là, limitation cognitive. Puis qu'est-ce que ça fait chez les usagers? C'est souvent des personnes qu'on voit qui ont de la difficulté à comprendre des situations quand elles sont complexes, qui ont de la difficulté à nommer des conséquences potentielles de leurs actions, à les anticiper. Ils ont de la difficulté aussi à partir d'une expérience passée, puis à appliquer ces connaissances-là à des nouvelles situations. C'est des gens pour qui l'abstraction, c'est compliqué, puis c'est difficile. Puis intégrer de l'information aussi, c'est des gens qui vont souvent tu sais, parler par anecdote. C'est des gens aussi qui ont de la ils peuvent, par exemple, nommer que leur objectif, ça serait, mettons, arrêter de consommer, qu'ils pourraient se prendre de cette façon-là, mais de là à le concrétiser, puis à le mettre en action, c'est quelque chose que cognitivement, ils ont des limites. Donc, ce qui fait qu'ils ne le font pas, bref. Donc, c'est pas une absence de motivation, c'est vraiment comme des difficultés. C'est des gens aussi qui vont présenter une impulsivité puis des difficultés d'inhibition comportementale. Donc, ils ont de la difficulté à retenir des comportements, à ne pas faire certaines choses, puis ils peuvent aussi présenter une apathie. Donc, probablement que votre clientèle ont aussi des limitations cognitives. En fait, on estime environ là, que 30 à 80 des gens qui ont un trouble d'usage de substances ont des limitations cognitives. Donc, le lien entre consommation et limitation cognitive, ben, c'est sûr que plus je consomme, plus je risque d'avoir des limitations cognitives qui peuvent être en lien avec
mon intoxication, mais aussi en lien avec certains effets toxiques des substances sur le cerveau. Puis le fait d'avoir des limitations cognitives, ça augmente la perte de contrôle, puis ça fait en sorte aussi que je consomme plus de façon plus erratique aussi. Ce qui fait en sorte que cette double relation-là fait en sorte que l'abstinence de la consommation, c'est pas toujours possible. Selon le contexte de vie de la personne, il y a certaines personnes que cognitivement, ils n'ont pas les capacités pour le faire. Puis des fois, même dans certains cas, c'est pas toujours souhaitable, notamment chez des personnes qui sont en fin de vie. Le risque de sevrage est plus important que les bénéfices qu'il y aurait. Donc, parfois, c'est même pas recommandé de le faire. L'autre élément important à savoir, c'est que souvent les interventions habituelles en dépendance, donc le fait d'amener la personne à réfléchir à ses comportements, de l'amener à développer des nouveaux apprentissages, bien souvent, ça ne fonctionne pas bien avec les personnes qui vont présenter ça, puis les intervenants vont vivre beaucoup d'impuissance. Autre niveau de couche de difficulté, c'est d'intervenir dans les milieux de vie, comme par exemple CHSLD, RI, RPA. Parce qu'on a une situation qui est problématique. Il faut se rappeler que la situation problématique, souvent, elle est perçue dans un premier temps comme ben, la situation problématique, c'est la personne qui consomme, mais en réalité, c'est toujours les conséquences de la consommation. C'est pas tant le fait qu'elle consomme, c'est le fait qu'elle crie à tue-tête dans le corridor ou qu'elle lance des chaises quand elle consomme. C'est ça le problème. Et ça a un impact sur à la fois la personne, mais aussi la communauté. Donc, les autres résidents, les proches qui viennent visiter, puis le personnel soignant. Donc, l'idée de l'intervention, c'est doit toujours tenir compte de ce qu'on fait, c'est pas juste pour la personne, mais c'est aussi la communauté. Notre intervention en dépendance doit à la fois tenir compte de le maintien de la santé physique et mentale, doit également tenir compte de la sécurité de la personne d'autrui, puis doit tenir compte aussi des libertés et droits de la personne. Puis des fois, ces différents pôles-là viennent s'opposer. Donc, l'idée, c'est pas de trouver la bonne intervention extraordinaire, mais c'est de trouver l'intervention qui va avoir le meilleur équilibre entre ces trois pôles-là. Et tout ça doit s'inscrire dans des valeurs, des capacités et des limites d'un milieu de vie. Des fois, on a une super bonne idée, mais on n'a juste pas les ressources pour la mettre en place. Et d'autres fois aussi, c'est pas légal. Donc, ça, c'est un autre élément aussi qui rend ça plus complexe. Le cadre légal et réglementaire fait aussi que des fois, on peut être limité dans notre imagination puis ce qu'on peut déployer. Donc, je vous ai ici fourni en fait, des points de repère quand vous voulez réfléchir à un problème qui se passe en milieu d'hébergement. Une façon de faire là, avec des questions pour bien décrire la problématique, faire l'inventaire des interventions possibles, toujours en analysant ces solutions-là en lien avec les trois dimensions que je vous ai présentées, puis d'évaluer la faisabilité en tenant compte des capacités du milieu puis du cadre légal. Donc ça, vous l'aurez, je vous laisserai le regarder. Puis quand on décrit la problématique, c'est important de, comme je vous ai dit, c'est les conséquences de la consommation qui sont le problème plus que le fait de consommer. Et on l'identifie, c'est quoi les répercussions, à la fois positives, parce que ça peut être des facteurs de maintien, et négatives sur la personne, puis aussi ça peut être sur les gens du milieu de vie. Donc, quel impact ça a sur l'ambiance générale, le sentiment de sécurité, la charge de travail du personnel qui doit donner les soins, etc. Donc, des fois, les conséquences, comme je l'ai expliqué, peuvent être négatives, mais des fois, ça peut être aussi positif. Par exemple, tu sais, la personne, quand elle consomme, elle fait le clown, puis tout le monde trouve ça super drôle, fait qu'elle est renforcée aussi dans ce comportement-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous permet là, de vraiment se faire une tête sur ce qui se passe. Donc, pour que nos interventions, on soit capable de les implanter de façon efficace, il y a trois clés que je propose de prendre en considération. La première, c'est qu'il faut que l'intervention, elle soit personnalisée à l'individu vers qui on va faire l'intervention. On doit faire preuve aussi de collaboration. Ça va pallier à certaines limitations cognitives des personnes. Puis, on doit adapter ce qu'on fait en termes de communication, en termes de stratégie, aux limitations cognitives de la personne. Donc, si je regarde le premier point, c'est toujours important de réfléchir en fonction de qu'est-ce que la personne préfère, qu'est-ce qu'elle aspire, qu'est-ce qui est important pour elle, quel genre de personne est-ce qu'elle voudrait être, donc à quoi elle s'identifie pour justement faire une intervention en ce sens-là. Ensuite de ça, de déterminer les forces
les limites cognitives, émotives, comportementales et relationnelles de la personne. Puis un des trucs pour le faire, c'est de se demander, ben, qu'est-ce que la personne n'est pas du tout capable de faire? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire, mais de façon inconstante? Puis qu'est-ce qu'elle est capable de faire dans la plupart des situations? Donc ça peut être aidant. L'autre chose, de faire appel à des spécialistes. Je pense aux ergothérapeutes, aux neuropsychologues, à des psychiatres, des gériatres qui peuvent venir aider puis soutenir pour justement être plus capable de déterminer est-ce que c'est que la personne ne veut pas ou cognitivement, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Et bien sûr, co-construire une fiche d'observation en impliquant la personne, les équipes de soins, les proches, pour vraiment avoir une vue d'ensemble. De documenter aussi qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour la personne, qu'est-ce qui revêt le plus de signification pour elle. Donc, c'est quoi les mots ou les phrases clés qui fonctionnent avec cette personne-là? C'est quoi les stratégies de diversion, par exemple, qu'on a déjà utilisées qui fonctionnent? Comment est-ce que ce qu'on veut mettre en place, ben, c'est perçu comme utile par la personne? Donc, il y a toutes sortes d'exemples. Par exemple, avec la personne, ça peut être de proposer deux options. Avec des personnes qui ont des limitations cognitives, on se limite toujours à deux options. On n'en choisit pas quatre, cinq, six, parce que là, c'est cognitivement, ça peut être trop difficile à traiter comme information. Valider ses émotions, des fois, ça peut être utiliser l'humour, ça peut être à travers des valorisations. Bref, qu'est-ce qui marche avec cette personne-là? Puis, on va faire aussi l'inverse. Donc, c'est quoi les choses qui sont à éviter, qui ont tendance à mettre de l'huile sur le feu ou à être contre-productives avec cette personne-là? Qu'est-ce qui la fait réagir? C'est quoi ses cordes sensibles? Ensuite de ça, la collaboration, ben là, c'est l'idée ici de cette clé-là, c'est de se dire le fait qu'elle a des limitations cognitives, il faut compenser, puis il faut compenser pour avoir un meilleur portrait, puis il faut aussi compenser pour trouver des solutions. Donc, l'idée, c'est vraiment, ben, quand on vient pour analyser une situation, pour faire une cueillette de données, il faut faire appel à d'autres personnes que juste l'auto-rapporter, ce qu'on a tendance à faire. Donc, il faut demander aux proches, il faut demander à tous les membres du personnel avec qui la personne elle a développé un lien significatif. Puis, c'est ces personnes-là aussi qu'on implique dans la recherche de solutions. On doit aussi impliquer les personnes concernées dans l'élaboration puis de la révision du code de vie. Je pense entre autres au cadre thérapeutique, parce que le code de vie fait aussi partie du cadre thérapeutique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'impliquer les personnes dans l'élaboration de ce cadre-là. Parce que quand ils sont impliqués, ils ont moins l'impression de le subir, puis ça a un sens pour eux. Donc, on peut faire des panels consultatifs, des groupes de travail, des choses comme ça. Puis quand on travaille en individuel, bien, on peut co-construire avec la personne ce cadre-là, tu sais, de ne pas juste imposer une façon de faire, mais de le faire ensemble. Puis ensuite de ça, on s'entend, puis on le signe. Puis d'indiquer aussi qu'est-ce qu'on fait quand il y a un non-respect du cadre. Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi nos attentes envers la personne à ce moment-là pour qu'elle répare le bris de cadre? Maintenant, quand on adapte aux limitations cognitives, il y a 5 éléments que je vais élaborer davantage. La routine, l'idée de accompagner, faire avec la personne, changer l'environnement, utiliser des stratégies visuelles et auditives, puis communiquer de manière plus simple. Donc, première des choses, c'est que quand il nous manque certaines capacités cognitives, ben, les routines, c'est très aidant. Donc, l'idée, c'est de créer des routines qui sont structurées puis qui sont prévisibles. Plus le quotidien de la personne est chaotique, plus c'est difficile de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, l'idée, c'est vraiment, tu sais, d'avoir une routine très structurée. On peut même avoir des routines de consommation qui vont être très structurées. Par exemple, comment la personne va s'approvisionner de la substance, qu'est-ce qu'elle va faire après pour la préparer, où elle va la consommer, avec qui, qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là, puis qu'est-ce qu'elle va faire pour récupérer de sa consommation. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire, tu sais, planifier avec la personne. L'idée aussi, c'est d'accompagner la personne peu importe que ce soit pour une nouvelle routine de consommation ou une routine de nouvelles activités pour remplacer la consommation, mais l'idée, c'est de l'accompagner, de faire avec. Puis pas juste une fois. Il faut le faire plusieurs fois avec la personne. Puis on va beaucoup démontrer les choses, puis servir de modèle. Donc, cette idée-là là, de l'accompagner, puis si nous, on n'est pas en mesure de le faire parce qu'on a des limites dans ce qu'on peut faire, c'est de trouver quelqu'un qui va être capable de le faire. Ça peut être
Un proche, ça peut être une personne qui est déjà habituée à faire l'activité, un parent aidant, ça peut être un bénévole, etc. Ensuite de ça, pour soutenir toute l'information qu'on communique, d'utiliser des stratégies visuelles auditives, ça peut être d'utiliser des pictogrammes, des schémas, ça peut être des rappels sonores, entre autres, c'est possible d'enregistrer dans notre téléphone un rappel comme quoi, ben là, c'est l'heure d'aller se coucher. Puis la personne, elle peut même enregistrer sa propre voix pour se rappeler que là, c'est le temps d'aller se coucher. Maintenant, quand on communique, on essaie de limiter notre nombre de mots à l'essentiel. Donc, on ne part pas sur des grands monologues, tout ça, puis on essaie de communiquer juste une idée à la fois. On peut demander aussi à la personne de répéter ce qu'elle a compris de ce qu'on essaie de lui communiquer. On répète, on répète, on répète souvent. Donc, le fait de s'attendre à répéter, ça crée moins de frustration aussi, parce qu'on s'attend à ce que qu'on doive répéter. On utilise aussi des stratégies visuelles pour soutenir la communication. Tu sais, par exemple, vous travaillez en externe avec quelqu'un, puis vous voulez, mettons, je ne sais pas moi, discuter du cadre, bien, d'avoir déjà des icônes qui représentent certains éléments. Par exemple, tu sais, l'heure de la rencontre, bien, vous pouvez avoir, par exemple, l'idée d'avoir comme une montre, un cadran avec l'heure d'écrit du rendez-vous. On essaie d'avoir les rendez-vous toujours la même journée à la même heure, c'est beaucoup plus facile. On cherche aussi un contact visuel avec la personne ou ça peut même être un contact physique quand on sent qu'elle est vraiment dissipée puis qu'au niveau de l'attention, c'est difficile. Ça peut être d'y mettre le bras sur l'épaule si c'est quelque chose qu'elle tolère. Puis on essaie de limiter les distractions autour de la personne au maximum. Le bruit, le son, l'éclairage, tout ça, on essaie d'y penser. Puis de limiter au maximum ce qui pourrait amener la personne à porter attention à autre chose. On évite aussi toute forme d'infantilisation. Puis si jamais on fait une intervention à deux intervenants dans les cas d'agressivité, entre autres, c'est super important que ce soit une seule personne qui a le rôle de parler, parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on est deux intervenants à parler, ça peut créer beaucoup de confusion, puis ça peut être plus difficile à traiter l'information cognitivement. Ensuite de ça, quand on n'est pas capable de changer certains aspects de la personne, on essaie de voir comment est-ce que mon environnement pourrait être facilitant pour adopter des nouvelles habitudes, euh, soit d'habitudes de vie ou d'habitudes de consommation. Donc, on peut réfléchir puis se poser la question, comment je peux changer l'environnement pour diminuer l'attrait de la consommation? Par exemple, ça peut être de mettre 3 bières au frigo au lieu du paquet de 6, parce qu'à chaque fois que je vais ouvrir le frigo, c'est sûr que si je vois 6 bières, je risque d'avoir plus envie d'y consommer les 6. De ranger son matériel de consommation. Tu sais, je pense à un consommateur, par exemple, de cannabis, son papier à rouler, si, par exemple, il fume des joints, où est-ce qu'il met son cannabis pour pas qu'il soit à vue? C'est sûr que si c'est sur la table de cuisine, à chaque fois qu'il passe à côté, ça lui donne envie de consommer. Ensuite de ça, c'est de voir comment je peux changer l'environnement pour diminuer les risques et les conséquences de la consommation. Par exemple, je peux enseigner ou distribuer le matériel de consommation à moindre risque. Je peux avoir un espace dans ma ressource qui est dédié à la consommation avec une supervision qui va être apportée si nécessaire. Je peux avoir un endroit calme, si par exemple la personne elle consomme du crack puis après elle a tendance à être facilement agitée ou facilement irritable, bien, si je peux avoir un espace où est-ce qu'elle peut aller vivre son état d'intoxication avec, par exemple, moins de lumière vive, tout ça, peut-être de la musique douce ou des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent être aidantes aussi. Donc, je reviendrai avec mes questions. Donc, vrai ou faux, lorsqu'une personne consomme et présente des limitations cognitives, l'abstinence devrait être préconisée en tout temps. Donc, vous pouvez répondre à la question à la lumière de la présentation. Donc, 90 des gens disent faux, 10 des gens disent vrai. En fait, la bonne réponse est faux. Parce que des fois, c'est pas toujours possible. Oups. Donc, des fois, c'est pas toujours possible. Donc, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui est réaliste avec la personne, qu'est-ce qui s'inscrit dans son histoire de vie, qu'est-ce qu'elle veut. On peut pas contraindre la personne à faire quelque chose que nous, on veut, mais qu'elle veut pas nécessairement. Mais c'est sûr que l'abstinence peut aider à récupérer là, certaines capacités cognitives. Ensuite de ça, la question numéro 2.
Maintenant, donc, les interventions réalisées auprès des personnes qui ont des limitations cognitives et qui consomment des substances psychoactives devraient viser principalement le maintien de la santé physique et psychologique. Donc là, c'est beaucoup plus partagé, à peu près 50-50. 50% disent vrai, 50% disent faux. En fait, je pense que la bonne réponse est faux. Parce que, en fait, ici, c'était le mot là, à faire attention, c'était viser principalement. En fait, il y a trois choses que l'intervention doit viser: le maintien de la santé physique et psychologique, la sécurité de la personne et d'autrui, puis le respect des droits individuels et des droits et libertés individuelles. Donc, voilà tout pour la présentation. Vous avez des références plus en lien avec le vieillissement. Puis, je tiens à vous dire que si jamais c'est quelque chose que vous avez apprécié puis que vous aimeriez en entendre parler davantage, le 14 mars, moi et Catherine Dugas, qui est ergo, on fait une journée de formation sur comment on peut adapter nos interventions aux personnes qui ont des limitations cognitives et qui consomment des substances psychoactives. Donc, c'est une journée complète de formation sur ce sujet-là.